Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons avec plaisir pour une nouvelle mouture du Grand Entretien, dans un contexte un peu particulier puisque nous enregistrons en public cette fois-ci. Mais nous ne changeons pas nos habitudes et nous commençons avec les actualités du Cercle Aristote. Alors l'actualité du Cercle Aristote, il y aura une très lourde actualité au cours du mois d'octobre vu que nous allons commencer notre plus grosse rentrée littéraire. Nous allons sortir un ouvrage de Norman Palma qui s'appelle « Dieu de tous les hommes », qui est la suite de sa méditation sur le monothéisme qui avait débuté dans Dieu et la Terre, pour ceux qui s'en rappellent, et qui est une réflexion qui est assez proche du regretté Jean Solaire sur la critique du monothéisme et comment maintenir l'absolu éthique dans un monde où le monothéisme, du moins en Europe occidentale, va se vaporiser comme il est en train de le faire. D'ailleurs, pour ceux qui sont souverainistes ou patriotes, ce qui est mon cas, nous avons été prévenus par le pape François récemment que l'Église était contre nous. Et ce faisant, d'ailleurs, il ne trahit pas la doctrine, il suit la doctrine qui a été fixée depuis Paul VI. Donc voilà, ça va être un ouvrage intéressant. Un autre ouvrage qui porte, lui, sur le libéralisme de notre ami Pierre Le Vigan, qui s'appelle « Le Grand Empêchement », qui est une réflexion, disons, clouscardienne sur pourquoi tout est permis mais rien n'est possible. Un ouvrage qui s'appelle « Vers les États désunis », qui est une introduction géopolitique aux faiblesses du territoire américain, c'est-à-dire est-ce que le territoire américain peut exploser ? Est-ce que les risques sécessionnistes sont réels ? Il faut savoir que l'Amérique a une procédure constitutionnelle de dissolution. C'est-à-dire comment ça peut se passer. Alors vous me direz, c'est un scénario catastrophe. Ce scénario catastrophe, malheureusement, est celui qui est étudié par la défense américaine depuis le milieu de l'ère Obama. À peu près une fois par an, des exercices militaires pratiqués sur le territoire américain, donc à la fois par l'US Army, par les Marines, par la Garde nationale, portent sur « et si un État américain faisait sécession ?» Juste un petit parallèle pour que vous voyez que certains pays n'ont pas une confiance extraordinaire dans le caractère irénique de l'avenir. Je vous rappelle qu'un pays comme la Suisse, qui n'a, contrairement à ce qui a été dit dans le film Le Troisième Homme, pas uniquement créé le Ku Klux Klan, pratique ses exercices militaires dans l'optique « et si l'Union européenne s'effondrait sur nos pompes ?» Les stratèges suisses sont des hommes sérieux. Pour ceux qui se rappellent, qui ont d'ailleurs de notre ami qui était venu sur le citoyen soldat, comment s'appelle-t-il, Bernard-Witsch, les stratèges suisses sont des gens sérieux. Mais vous avez un phénomène aujourd'hui de réflexion au sein du territoire américain qui va se tendre pendant la campagne électorale américaine, qui commence à se tendre déjà. Je le rappelle à chaque fois, que l'Amérique est un pays puissant, est un pays qui mérite d'être respecté, loin de moi un anti-américanisme primaire, mais c'est un pays de 300 millions d'âmes, de 400 millions d'armes légales, de à peu près 40 à 60 millions d'illettrés au 2 degrés, ce qui est tout à fait normal pour un pays qui brasse énormément d'immigrés, entre autres. Mais donc c'est un pays qui, si les choses tournent mal, elles peuvent tourner très mal. Nous allons avoir un ouvrage qui s'appelle « Soros l'impérial », qui est une étude d'intelligence économique poussée sur l'Open Society, sur les réseaux de la philanthropie de George Soros, qui est l'œuvre de Thibaut Kalersin, spécialiste d'intelligence économique et qui a été certainement le spécialiste d'intelligence économique qui a traité à travers la fondation Prometheus, où il était salarié, qui a traité le plus de dossiers d'ONG en France. C'était d'ailleurs sa spécialité au sortir de l'école de guerre économique, vu que nous venons du même endroit, c'est un de mes vieux amis. Et je lui ai demandé cet ouvrage pour avoir un ouvrage scientifique sur l'action de l'Open Society, qui n'est pas un réseau tentaculaire
Si vous voulez, ne faites pas plaisir à M. Rudi Reichstadt qui déjà doit prendre ses gouttes. Mais l'Open Society est un VRP en déstabilisation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est assez dépendant de la diplomatie du Congrès, donc de la diplomatie du Congrès des États-Unis, mais également de la diplomatie de la Commission européenne, c'est-à-dire si vous voulez mettre le bordel quelque part, l'Open Society a une solution. Ça a été d'ailleurs, elle a servi le gouvernement allemand pour la crise des migrants. Contrairement à ce qu'on entend souvent, Soros n'est pas le responsable de la crise des migrants. Le gouvernement allemand a fait appel à lui pour gérer, par ses ONG, le circuit migratoire. Vous aurez ça tout en détail. Et pour avoir commandé plusieurs études à Thibault, c'est certainement l'un des meilleurs en intelligence économique que je connaisse. Vous pouvez, si elles sont encore disponibles sur le site du Parlement européen, voir les études qu'il a publiées sur les blockchains ou sur justement les circuits de migrants. Le prochain numéro de Perspective Libre, lui, portera sur l'idée de décadence, l'idée de dégénérescence et l'idée de résilience. C'est-à-dire, plus qu'un énième concerto de pleureuses comme malheureusement les nationaux en ont trop l'habitude, j'aimerais, mon équipe et moi, grâce à mon équipe, aimerions vous présenter dans les semaines à venir une réflexion non sur uniquement le fait de tomber, mais sur le fait de se relever. Mon équipe travaille depuis des années dans une optique qui est une optique renaissantiste, car on ne peut pas, si vous voulez, je ne peux pas, vu la moyenne d'âge de mon équipe, je ne peux pas faire du Michel Onfrétisme. C'est-à-dire, rappelez-vous cette phrase de Michel Onfray, qui est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui est « Soyons élégants, buvons du bon vin, la civilisation se termine ». Quand on n'a pas d'enfant, on peut tout à fait tenir ce discours. On peut tout à fait, d'ailleurs, qui n'est que la version optimiste d'un discours camusien qui est « on va être tous grands remplacés, et moi le premier ». Mon château du Haut-Poitou, aux vieillesses ennemies, n'ont vécu. Or, que ce soit pour s'en réjouir ou pour en pleurer, la décadence n'est pas une condamnation. La décadence est une facilité. Le général de Gaulle le disait magnifiquement quand il disait « la seule fatalité du monde, c'est les peuples qui se couchent pour mourir ». Et c'est très vrai. Mais l'actualité présente du Cercle, c'est un ouvrage que je ne peux qu'une nouvelle fois vous recommander, Le Dragon et l'Aigle de Clément Nguyen. L'étude géopolitique certainement la plus complète à ce jour sur la rivalité sino-américaine en Afrique subsaharienne. Ceux qui le liront, qui auront la chance de le lire, et je le dis sincèrement, ceux qui ne le liront pas ont vraiment raté quelque chose. J'y reviendrai plus en détail, parce que malheureusement, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je préparais ça dans quelques jours, donc j'étais un peu pris de court. Auront un modèle avant tout, au-delà de l'aspect de fond sur lequel nous reviendrons dans la prochaine vidéo. Mais un cours de géopolitique qui est très à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une géopolitique très factuelle, pas de tralala, pas de violon, pas de, si vous voulez, pas une tradition très française qui commence qui a illustré même un brillant géopolitologue comme Émeric Choprade, et on ne peut pas dire que ça lui ait beaucoup servi. Là, on a une géopolitique factuelle, c'est-à-dire il n'y a pas d'affrontement majeur entre les États-Unis et la Chine, pour une raison qui est très simple, c'est que les deux puissances se spécialisent par zone et par domaine d'activité. Ce sont deux gros animaux qui n'ont pas envie de s'entrechoquer, et surtout pas de s'entrechoquer pour un théâtre qui reste périphérique, à l'exception de l'accès aux ressources, mais qui ne mérite pas d'effusion de sang ou d'esclandre en lui-même. Voilà, c'était l'actualité du Cercle sur, en tout cas, l'actualité éditoriale. Très bien, on enchaîne avec la politique intérieure. D'abord, évidemment, le décès de Jacques Chirac, ancien président français. On vous demande un bilan.
Alors, d'ores et déjà, parce que nous sommes dans un jour de deuil national, je vous demande tous 1 minute de silence pour Robert Boulin. C'est-à-dire pour l'homme dont nous apprendrons certainement assez vite, qui était ministre, et tout journaliste qui a enquêté sur l'affaire Boulin, c'est que personne ne pouvait dire la vérité avant, je cite, la mort du grand con. Le terme n'est pas de moi, c'est un terme journalistique habituel qui est un nom de code pour le président Chirac. Et donc nous allons enfin avoir la vérité sur l'une des éliminations les plus célèbres de la Ve République. Donc plus qu'à la rigueur pour le président Chirac, c'est pour le Robert Boulin qu'une petite minute de silence se serait imposée. Je dois reconnaître que le communiqué que j'ai signé sur le cas Chirac était assez violent, pour ceux qui l'ont lu. Il est né, mais j'appartiens à une culture de l'Ouest qui m'a vacciné contre le fait de débiner les gens au retour de l'Église. Je n'aime pas cette hypocrisie toute bourgeoise qui est de débiner un homme uniquement une fois et que le cercueil est verrouillé. Je préfère qu'on vide l'abcès et qu'on laisse les morts en paix. Or, le bilan de Hans Chirac est tout sauf brillant. On peut dire qu'il a servi la francophonie, c'est vrai. On peut dire qu'il nous a empêchés d'aller en Irak, et ça, c'est vraiment ce qui est à mettre à son crédit. L'ancien chef, je crois, du contre-espionnage britannique a accusé ces derniers jours Chirac d'avoir touché, je crois, 50 millions de dollars de la part de Saddam Hussein pour ne pas avoir envoyé les Français. Premièrement, c'est bien tard pour dire ça. Et deuxièmement, quand bien même ce serait vrai que Chirac soit corrompu, n'est quand même pas quelque chose qui va vous priver de vos parties vitales et de vos parties reproductives. Hein. Vous n'en êtes pas là en termes de désespoir. Vous n'êtes pas surpris à ce point-là. Et quand bien même ce serait vrai, nous n'avons pas participé à la plus grande erreur occidentale du début du XXIe siècle, qui a plongé cette région dans un chaos qui durera encore pendant des années. Je vous rappelle qu'encore en 2015-2016, la ville de Bagdad, qui était sous Saddam Hussein une ville à accès à l'eau et à l'électricité à H24, n'avait accès au courant que 3 heures par jour. Elle est belle, la démocratie exportée par les bombes. Et nous avons, malheureusement, nous disons que l'Occident a commis une erreur extraordinaire qu'il a d'ailleurs reproduit dans, je pense, le but de faciliter l'arrivée au pouvoir des islamistes. C'est le fameux discours du Caire d'Obama. Parce que les islamistes étaient ce que nous pensons que le monde arabe méritait. Or, ce sont, et l'exemple irakien, l'exemple syrien, et plus près, là, dans un autre espace qui est l'espace maghrébin, l'exemple de Ben Ali, nous apprend que mieux vaut un homme à poigne, mais dans une optique développementaliste, que de laisser les haines confessionnelles bouffer le pays. C'était d'ailleurs ce que le président Chirac avait prévu, il faut lui reconnaître, ce qui fait l'admiration, qui pour les plus jeunes d'entre vous est incompréhensible sinon, l'admiration toujours confirmée de Vladimir Poutine à son égard. Parce qu'il est vrai que Chirac avait tout prévu au niveau de la décomposition du Moyen-Orient. D'ailleurs, George Bush fils s'en était plaint publiquement, vu que Chirac lui avait fait la leçon sur les chiites et les sunnites. Le problème, et ça nous le savons des documents, des échanges d'état-major de George Bush fils avec une partie de son état-major, le président Bush fils a cru pendant près de 2 ans, de 2003 à 2005, que chiites et sunnites relevaient d'un fait ethnique et non religieux. Le problème, c'est que quand vous faites des fiches à quelqu'un, il faut qu'il les lise. Et on était dans le conseil, je peux le dire un peu. Je vous donne une anecdote pour vous faire rire. Le président Bush fils avait rencontré Chirac, et le président Bush fils lui avait dit « Mais si l'Irak ne tombe pas, c'est le début de Gog et Magog. » Donc Gog et Magog, c'est l'apocalypse. Pour le radical socialiste que Jacques Chirac n'a jamais cessé d'être, Gog, c'est aller au Gog. Donc, et ça c'est véridique, cette affaire a été documentée. Le président Chirac a fait convoquer Daniel Hervieux-Léger
sociologue des religions à l'école des études en sciences sociales à l'Élysée pour dire qu'est-ce que cet alcoolique texan hystérique m'a raconté. Alors l'autre lui a dit, bah, asseyez-vous, il vous a parlé de l'Apocalypse. Ah, il est vrai que je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Mais le président Chirac avait ça pour lui. Et si je suis particulièrement dur avec lui, c'est parce que Chirac n'était pas un pauvre type. Il avait ça en commun avec Mitterrand. Le président Giscard, lui, est né à Coblence. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Fils de Collabo, frère de Collabo, père de Collabo, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Sarkozy et Sarkozy, c'est-à-dire quand même pas grand-chose. Je vous rappelle, avec la voix de Charles Pasqua, dont c'est une citation, que M. Hollande aurait dû être secrétaire des fêtes à la mairie de Tulle. C'est tout ce qu'il y avait à dire de M. Hollande. Quant à Emmanuel Macron, je pense que pour avoir les deux corps du roi, il faut avoir l'humilité de se dire, comme le général de Gaulle, vu que quand vous lisez les mémoires du général, il y a de Gaulle, le personnage historique, et puis il y a le petit tas de secrets. Il y a le pauvre Charles. C'est la mythologie des deux corps du roi qui a fait l'essence de notre histoire du droit. Emmanuel Macron est trop plein de lui-même pour cette tâche. Chirac était plein des autres. Il avait une conscience, disons, que je qualifierais de lévi-straussienne, passionné des civilisations lointaines. C'était un homme qui aurait fait des merveilles en diplomatie culturelle. Lui qui écrivait le sanskrit depuis l'âge de 16 ans, connaissait toutes les règles du sumo, que 90% des Japonais ignorent, et qui, à la mairie de Paris, avait laissé dans un placard, c'est raconté par Paul-Marie Couteau, des milliers de haïkus, ces petits poèmes japonais, écrits de sa main. Ce qui manquait à Chirac, c'était la France. C'était pas la conscience des autres, c'était la conscience de soi. Pour être un grand chef d'État, c'est pas si sorcier que ça. Il faut avoir une conscience des autres, parce que c'est une conscience de l'altérité. Vous parlez au nom des vôtres, vous défendez les vôtres. Parce que si vous défendez les autres, vous parlez à leur place. Ce faisant, vous les agressez. C'est pour ça que les humanistes sont avant tout des assassins, le plus souvent. Parce que quand vous privatisez la parole de l'humanité, vous êtes en droit de tout faire. Et que n'a-t-on pas fait ces 30 dernières années au nom des droits de l'homme? Chirac, au moins, n'était pas un occidental comme les autres. Mais lui, qui était passionné de l'histoire, par exemple, de la poterie chinoise, avait décrété que pour la France, c'est une de ses phrases favorites, « le passé m'emmerde ». D'où la date, vous la connaissez, la fameuse date préférée de Chirac, 1664 Cronenbourg. C'est bien triste. Une conscience de soi, une conscience des autres et une colonne vertébrale pour porter le tout. François Mitterrand avait une colonne vertébrale. Il avait que ça d'ailleurs. La conscience des autres, pas son truc. La conscience de soi, en dehors de l'ambition, rien. Et c'est malheureux, mais Chirac ne laissera pas grand-chose. Il a détruit la Ve République par le quinquennat. Lui qui a fait un coup de bluff pour le référendum constitutionnel, parce que nous ne lui devons pas le fait d'avoir pu dire à l'Europe ce que nous pensons d'elle. Chirac voulait être Mitterrand à ce moment-là. Il a proposé le référendum parce que Mitterrand l'aurait fait. Il croyait qu'il allait faire pleurer Marie-Lou, comme Mitterrand en avait joué, entre autres l'affaire de son état de santé face à Philippe Séguin. Et Chirac croyait qu'il allait nous tirer des larmes, qu'il allait nous traire. Rappelez-vous d'ailleurs, pour les plus jeunes ça va être difficile, mais lors du débat de 2005, quand il était interrogé par les Français, il avait dit qu'on critique l'Europe, ça me fait de la peine. Toujours ce Chirac est sympa. En réalité, cet homme s'est confondu avec sa propre marionnette. Parce que finalement, le Chirac que nous aimons tous, c'est le Chirac des Guignols. C'est le Chirac que nous croyons sympathique. C'est le Chirac des fameux bons mots, hein, à nos femmes, à nos chevaux, à ceux qui les montent. Et quelques autres du même type.
Le véritable Chirac est un traître en série, qui a éliminé les meilleurs, qui a éliminé Chaban, qui a éliminé Séguin, qui a éliminé Pasqua. C'est l'homme qui, à travers le quinquennat, à travers le fait de mentir, de poursuivre la logique folle de François Mitterrand, qui est celle de la cohabitation, et en plus de ne pas partir quand on perd un référendum à dénaturer la Ve République. Je passe sur les affaires, parce que pour la plupart, il n'a pas été jugé, il est donc innocent. Il est donc mort innocent. Mais au-delà de ça, il a pourri la vie politique française, ne serait-ce qu'avec ses créatures. Hein, c'était quand même à lui que nous devons le nain Magyar qui lui a succédé. Lors du sommet d'Évian, Richard Labévière le raconte magnifiquement, Chirac lâche toute la politique moyen-orientale en face de Bush fils, sous les conseils du club des anciens ambassadeurs français à Washington, qui fera Flores, entre autres, lors du lancement de la guerre de Syrie. Un certain Jean-Baptiste Lévite, si ça vous dit quelque chose, de sinistre mémoire. Pourquoi ? Parce que Chirac, 2003 a été un coup sans lendemain. Il faut que vous sachiez qu'en 2003, les alliances françaises ont été prises d'assaut partout dans le monde. Nous n'avons pas débloqué les budgets pour que tous ces milliers de jeunes gens apprennent le français. Les entreprises françaises étaient courtisées partout. Nous n'avons pas donné suite à la plupart des demandes d'affaires par peur des représailles des Américains. C'était beau le grand discours de Villepin, écrit d'ailleurs par M. Bruno Le Maire, en partie. Comme quoi vous voyez qu'il arrive que le diable porte pierre, même si, pour qui a vu l'associé du diable avec Al Pacino, mieux vaut Al Pacino que Bruno Le Maire. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous ces hommes sans conviction, ces courtisans dépourvus d'échine car elles les gêneraient pour ramper, qui aujourd'hui sont atlantistes à en crever, mais qui, parce que c'était un moyen de monter dans la Chiraquie, s'est fendu d'un petit discours. Et en réalité, la nostalgie ignoble de Chirac, c'est la nostalgie d'un discours, c'est la nostalgie d'un bout de plastique, c'est la nostalgie de la main au cul des vaches. Les Français sont tombés, depuis l'ère Giscard d'Estaing, dans l'impolitique, dans un état de minorité intellectuelle. La politique, c'est des actes. Alors vous me direz, je me suis fait une certaine idée de la France et le verbe se fit cher. Si vous voyez l'œuvre du général de Gaulle, à chaque fois que le général de Gaulle fit un grand discours, il a massé des forces physiques. Sauf une fois. Discours de Mexico. Parce que de venir défier l'Amérique au cœur de son précaré était déjà quelque chose de si révolutionnaire pour l'époque que la France n'avait pas de force géopolitique à masser sur le Rio Grande. Bon. Alors que Chirac est un homme comme tous les ambitieux qui pense qu'il suffit de dire pour avoir fait, et qu'on vous jugera sur le dire et non sur les actes. Et malheureusement, les Français sont devenus comme ça. C'est ce qui fait l'une de nos maladies en tant que peuple. Ce chiracisme rampant. Alors que la réalité de Chirac, c'était des hommes comme Jérôme Monod, l'ignoble Jérôme Monod, qui nous a délesté de sa présence, qui a bien fait d'ailleurs, qui était un ennemi de la France revendiqué. C'était toute l'armée de courtisans qui étaient autour de lui, tous plus serviles aux intérêts étrangers. On peut parler de Charles Millon, on peut même parler d'une des seules choses que Chirac ait fait de bien, qui est de priver de destin présidentiel, disons, le vendeur de tapis arménien, M. Baladurian. Toute cette équipe de giscardiens et de pompidoliens qui a foutu ce pays en l'air, bien pire que les hommes de Mitterrand, en tout cas les hommes de 81, mais qui se sont rejoints dans le bal de l'euro-mondialisme à partir de 83. C'est le Chirac Premier ministre, le Chirac des privatisations, le Chirac qui vend les biens de la couronne et les biens des Français à... Jean Roux, commissaire aux comptes, avait évalué ces privatisations. Pour les plus réussis, Chirac a vendu les biens de la France à 60% de leur valeur. Pour les plus réussis.
la plupart ont été vendus à la moitié. C'était à vous, ça. Hein. Et après, on s'étonne que ces privatisations n'aient pas autant rapporté qu'on ne l'a cru. C'est étonnant. Alors vous me direz, il y a des tas de choses. Quand il était ministre de l'Agriculture, il a légalisé des produits qu'on savait cancérigènes qui ont été utilisés en Martinique, par exemple. On peut parler de l'affaire de Mururoa. L'affaire de Mururoa, je serais plus. Premièrement, parce que bon, l'affaire de la grotte d'Ouvéa, elle a été réglée. Tout le monde sait que malheureusement, ça a été un drame avec nos frères calédoniens. La seule chose, c'est que même si un agent anti-français notoire, Mathieu Castoavit, en avait fait un film où il a été ridiculisé d'ailleurs par la police et l'armée française, en réalité, on ne peut pas attaquer l'État français sur ce qui s'est passé lors de la grotte d'Ouvéa. Par contre, Mururoa, nous avions besoin d'utiliser la bombe, ça aurait dû être fait autrement, c'est certain. Ensuite, il faut être assez clair que à chaque fois que nous avons employé l'arme nucléaire dans ces conditions, nous ne l'avons pas employée en sachant que les populations en souffriraient à ce point-là. La preuve, la plupart des techniciens en furent aussi malades. Je rappelle que lors des premiers essais, le général de Gaulle est lui-même irradié. Les essais des années 60. Pierre Messmer a été irradié plusieurs fois. Il avait rang de ministre quand même. Donc si vous voulez, avant tout, c'est une c'est beaucoup plus une non-maîtrise des effets à long terme de la bombe, beaucoup plus, évidemment, qu'une volonté délibérée. Si vous voulez, on ne peut pas faire ce procès-là. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va rester? C'est qu'aujourd'hui, on vous vend Chirac, alors qu'en plus, on met de côté toute une partie de la France lors de son hommage. Beaucoup de gens se sont émus du fait que Marine Le Pen, parce qu'elle a rang parlementaire, mais par exemple, le porte-parole de Debout la France a été lui aussi empêché d'aller au cortège, ce qui est très drôle. Ça viole tous nos usages. Mais en réalité, c'est un hommage qui nous est rendu, parce qu'en effet, Chirac leur appartient. Chirac leur appartient. Chirac, c'est pas la haine de la France, c'est pas Giscard. Chirac, c'est le défaut de France. Marie-France Garot l'avait bien dit. Chirac a détruit la République par inadvertance. Vous connaissez tous les citations de Marie-France hein, sur la faïence dont on fait les bidets, donc je ne vais pas les rappeler, mais malheureusement, il n'y a que ça à en dire. Chirac aurait dû être diplomate. Il n'avait pas l'étoffe d'un président. Il était un diplomate au sens où De Gaulle se moquait d'eux en disant les diplomates sont là pour faire perdurer les carreaux fêlés. Et Chirac, c'est 40 ans de carreaux fêlés au centre de la vie politique française. C'est un homme qui a fait perdre, avant tout, qui nous a fait perdre du temps. Mais nous en avons quand même la nostalgie. Et un jeune écrivain brillant l'a dit dans une communication que vous retrouverez sur mon mur pour ceux qui ont des réseaux sociaux. En réalité, nous aimons Chirac pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il n'était pas encore. C'est-à-dire qu'il portait sur lui une légèreté, une gauloiserie qui nous faisait passer à l'as le fait qu'il n'était pas chef d'État, parce qu'il n'a jamais été chef et parce qu'il n'y avait plus d'État. Mais il n'était pas Sarkozy, il n'était pas un produit d'importation. Hein, si vous voulez, comme M. Hollande. Bon, handicap patronymique mineur. Et encore plus M. Macron, qui fondamentalement est un golden boy des années 80, échappé du film Wall Street, un sous-Géco, pour ceux qui se rappellent du personnage de Michael Douglas. Alors il est vrai qu'il dans le film a des goûts en matière de femmes qui sont un peu plus normaux, je le reconnais. Mais qui n'a pas ce côté petit provincial de la bourgeoisie décadente d'Amiens qui arrive à vous prendre un grand salon de l'Élysée pour en faire une salle de bal de préfecture de province. Voilà. Au moins Chirac, c'était notre pain noir, mais c'était notre pain. Depuis, on pense
que ce sont des gallo-ricains au sens debréen du terme. Et c'est pour ça que nous regrettons Chirac. Alors qu'on va être très clair, si la Ve République était encore ce qu'elle devrait être, Chirac aurait été au grand maximum ambassadeur en Extrême-Orient, certainement détaché aux opérations culturelles dans un coin comme Angkor ou comme les temples de Thaïlande ou autres. Il aurait fait merveille. En réalité, ça c'est un grand remplacement que beaucoup de gens ne veulent pas voir, parce que le premier grand remplacement, c'est qu'avant il y avait De Gaulle et après il y a eu Chirac. C'est le premier des grands remplacements. Alors au-delà des réactions à la mort de Chirac ce week-end, on a également eu la Convention de la droite qui a été placée sous le signe d'alternative au progressisme. Est-ce que vous avez un mot à en dire? Alors sincèrement la Convention de la droite, parce que j'ai été harcelé de questions là-dessus. Alors, on va être très clair. Une opération politique ou militaire doit se voir par l'EFR, effet final recherché. L'effet final recherché, c'était de dire « Coucou, je suis toujours là, mais pour l'instant, je ne reviens pas ». À ce niveau-là, Marion a gagné. C'est-à-dire, elle s'est rappelée à notre bon souvenir. Très bien. Ensuite, parce que je pense que le but, c'était uniquement ça. Ça n'a pas été d'unir d'unir la droite. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait un titre qui s'appelait justement « La droite aujourd'hui », c'était du temps de Robert Aron. C'est un débat qui a 40 ans d'âge. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, n'étaient même pas en projet, pour dire le souci. Et puis d'ailleurs, il suffit de voir la manière dont ça s'est déroulé. C'est-à-dire, il y a eu des faits très curieux pendant la Convention de la droite. Par exemple, certains des gens qui étaient les passe-plats des tables étaient les intervenants les plus intéressants sur le papier. Vous avez eu Philippe David de Sud Radio, un des seuls populistes du coin, même pas interrogé, passe-plat. Paul-François Paoli, un des seuls journalistes un peu lettrés, passe-plat. Alors pendant ce temps-là, on a fait venir M. Enthoven qui leur a craché à la gueule. Vous la vouliez, votre caution bourgeoise? Eh ben voilà, il vous a fait un peu comme M. Le Boucher ou M. Quatremer pour Chirac, qui ont dit il n'a pas vendu assez le pays, le salaud. Eh ben M. Enthoven vous a fait, le coup du SGS, sycophante glaireux subventionné, avec votre pognon. Voilà. Il vous a envoyé son glaire en pleine figure. Et vous l'avez cherché. Vous vouliez une caution bourgeoise, maintenant vous savez ce que la bourgeoisie pense de vous. Ensuite, sur le fond du discours d'Enthoven, il y avait quelque chose. Oui, le retour en arrière n'est pas une politique. Le problème, c'est que face à lui, il y avait le nécessaire dans la salle pour lui répondre. Quelqu'un comme Olivier Rey qui était là. Le problème, c'est qu'Olivier Rey était 3 tables plus loin. Le non-conformisme en France, que le cercle Aristote incarne avec d'autres bien modestement, nous pouvons penser tous les problèmes. Le souci, c'est déjà de pas... Pour penser les problèmes, il faut déjà les penser avec les mots d'aujourd'hui. Si vous voulez, la guerre moderne-anti-moderne, enfin, vous croyez où, à la bataille d'Hernani? Gauche-droite. Résultat, le Paul-Marie Couteau, qui est un de mes patrons, arrive, dit le... Alors déjà, il parle du nazisme. Alors vous parlez du nazisme devant un parterre de journalistes de Libération. Très intéressant, moustache. Bravo, stratégique. Eux, ils voudraient vous en faire parler, mais non, vous allez en parler tout seul. Tous les chemins menant à Nuremberg dans la tête d'un journaliste de Libé, vous n'avez même pas à tomber dans le piège, vous vous y mettez tout seul. Fort bien. Et dites, le nazisme est moderne. Ce qui est un débat qui nous ramène à Éric Vaugeline, qui est un débat extrêmement complexe, où des historiens, des philosophes, etc. peuvent, si vous voulez, vous avez eu un très bon livre, par exemple, aux éditions du Toucan, sur les sources du nazisme là-dessus. Vous avez l'œuvre de Delplat et de quelques autres. Vous ne pouvez pas, comment dire, comment je vais vous dire ça? Vous ne pouvez pas prendre un débat comme ça et le régler en 5 minutes devant un parterre de journalistes de Libé. Résultat, on a pris ça pour une apologie du nazisme. Bon, très bien. On a pris ça pour une apologie du nazisme.
Le discours d'Éric Zemmour, vu que j'ai été beaucoup... Premièrement, c'est un discours, vous pouvez le détester, c'est un discours qui ne manque pas de courage. Premièrement. Deuxièmement, il ne manque pas de choses justes. La seule chose, c'est que je pense qu'il s'est peut-être trop calé sur le discours d'un personnage qu'à mon avis certains d'entre vous connaissent, en tout cas pour les plus âgés. Est-ce que le nom d'Enoch Powell vous dit quelque chose, homme politique britannique, qui avait fait le discours des rivières de sang? Le discours dit de Birmingham. Il a dit « Je vois, comme les anciens Romains, je vois la Tamise comme le Tibre, et écumant de sang, sur l'immigration. » C'est un discours de démotivation. Et surtout, au milieu du plus grand mouvement social depuis 68, qui est un mouvement qui est lié de très loin à l'immigration, de très loin, qui est le mouvement des Gilets jaunes, penser qu'on va utiliser uniquement le fait migratoire pour faire se réveiller les Français, c'est un refus de combattre, c'est un refus d'obstacle. On peut, premièrement, parce que, on va être très clair, j'avais affronté Jean-Yves Le Gallou là-dessus, et je pense, pour ceux qui étaient là ce soir-là, avoir marqué quelques points. Il y a deux manières de régler l'immigration. Vous avez la méthode souveraine et vous avez la méthode identitaire. La méthode identitaire consistant avant tout à se plaindre du fait migratoire. Bon. La méthode souveraine étant d'abord de tarir les arrivées et ensuite d'inverser les flux sur des critères comportementaux. Les Français ne laisseront jamais faire, ils ne l'ont jamais laissé faire, ils ne laisseront jamais faire une politique dite, avec les mots par exemple de l'Action française dans le temps, dite de racisme de peau. Les Français ne l'ont jamais fait, ils n'ont pas fait de pogrom, ils n'ont pas fait tout ça. Ça ne marchera pas. Par contre, sur des critères comportementaux, ils le feront. Une politique migratoire stricte. Le problème, c'est que pour avoir une politique migratoire stricte, il faut fermer ses portes avec ses clés et fermer ses fenêtres à double tour. Or, qui ouvre vos fenêtres? Qui a les clés de vos portes? C'est maintenant la brave Ursula. Vu que... Bon, hey, vous plaignez pas. Hein. Pendant 5 ans, JC les a eus, il les a pas laissés au bistrot. Ce qui était quand même un risque. Ce qui était quand même un risque quand on connaît le personnage. JC nous manquera beaucoup parce qu'il avait un côté... Déjà, c'est le seul humoriste de l'histoire du Luxembourg. Ce n'est pas rien. Enfin, du moins d'être l'humoriste du Luxembourg. Le Luxembourg, ça se discute. Mais tant que vous n'avez pas repris les clés de votre propre territoire, de toute façon, c'est inopérant. Et ça, malheureusement, une partie de gens, parce qu'ils ont peur et qu'ils s'accrochent au fait identitaire, ce que je peux comprendre, parce que le fait identitaire, c'est le fait sensible. Dans un monde comme le nôtre, peu d'hommes se battent pour la liberté. Par contre, quand la notion de confort se confond avec la notion d'identité, beaucoup de gens se battraient pour leur cadre de vie. Donc je peux tout à fait comprendre l'approche identitaire. Le problème, c'est que vous n'arriverez pas en face de vos maîtres. Si vous n'arrivez pas à les défier, alors vous serez des victimes. Vous serez les Dominique Sopo du nationalisme. C'est-à-dire, oui, nous aussi, les faces de craie, on a le droit d'être des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, etc. Bien sûr qu'il y en a. Et ça, nous en sommes victimes. Mais je ne veux pas que ma fille soit traitée en victime. Je ne veux pas que mes camarades soient traités comme des victimes. Nous sommes ici chez nous. Et quand on est maître chez soi, on se fait respecter. Si nous n'arrivons plus à nous faire respecter, c'est que nous ne sommes plus chez nous. Mais qui nous a expropriés? L'immigration? Pas uniquement. Beaucoup de gens en ont profité de l'immigration. Et y compris d'ailleurs des gens qui nous ont promis de nous en débarrasser et que ça a permis de leur faire une SARL bretonne. Toute allusion à un borgne célèbre et existant ou ayant existé étant purement fortuite. Mais, en réalité, ça a été la grande faiblesse de la Convention de la droite, c'est-à-dire que ça a tourné uniquement autour du fait migratoire, et donc ça a fait quoi? Ça a fait un débat de vieux. C'est-à-dire que nous laissons déjà le fait de se laisser dicter nos mots par l'ennemi.
Non, Emmanuel Macron n'incarne pas le progrès. Quand vous dites que un enfant n'a pas de droit, n'a pas de père, que l'avoir un père n'est pas un droit, vous n'êtes pas un progressiste, vous n'êtes pas pour l'émancipation, vous êtes un décadent. C'est pas le progrès, ça. Le progrès mérite bien mieux. Or, le problème, c'est que nous n'avons pas de vision de l'individu réconcilié avec la communauté, nous n'avons pas de vision du futur, nous n'avons pas de vision de la technique domestiquée, et nous n'avons pas de rêve français. Résultat, quel est le message? Le marionnisme ne diffère du macronisme que par sa haine du maghrébin. Est-ce que ça vaut de se relever la nuit pour ça? J'en suis pas sûr. Voilà. Je pense malheureusement que ces rêves unitaires, premièrement l'union des droites, on va être très clair, l'union des droites ça fait 40% au dernier présidentiel. Et ça ne fera pas plus parce que, comme le disait Patrick Buisson, là la droite va quand même pas me dire, on va pas lui faire un procès en gauchisme, hein, Pépère. Bon. Eh bien, le groupe sociologique de droite disparaît. Or aujourd'hui, c'est une grande alliance populiste dont le but stratégique est de faire sortir les abstentionnistes de leur torpeur. Et ça, malheureusement, ce n'est pas avec « on est chez nous », et ce n'est pas avec la peur du grand remplacement, qui est une peur tout à fait... C'est une peur on ne peut plus naturelle. C'est un stress démographique. Tous les mammifères le ressentent, ça. Quand sur un territoire, une espèce est plus prolifique qu'une autre. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait normal que les gens aient peur de voir disparaître leur cadre de vie. La seule chose, c'est que la peur n'est pas une politique. La trouille ne donne pas un élan. Si vous voulez, Régis Debray le dit magnifiquement dans cet ouvrage que je ne peux que vous recommander, du génie français. Quand l'épique s'en va, le biopic surnage. Or, aujourd'hui, le fait de dire « ma petite trouille à moi », d'être le seul blanc dans le métro, c'est pas qu'elle est infondée, c'est que jamais une peur collective ne fera une peur individuelle ne fera une force collective. Quand bien même cette peur individuelle est partagée. Il faut revoir la copie. Mais je pense que c'était pas le but. Le but, c'était une piqûre de rappel. Je suis là, oui, elle est là. Est-ce qu'elle va se présenter en 2022? C'est la seule question que les gens se sont posés à la fin. Est-ce qu'elle peut gagner? Beaucoup trop tôt pour le dire. À mon avis, non pour l'un, non pour l'autre. Le seul qui devrait être très content de cette convention de la droite, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'il se dit, si c'est ça mes ennemis, je suis réélu dans un fauteuil. Voilà. C'est malheureux. Tout ça pour ça. Ce soit dit avec respect pour beaucoup, affection pour les gens qui y étaient. Des gens comme Olivier Rey, etc. Le problème, c'est qu'on ne se montre pas en public dans une photo de famille si on n'a pas liquidé dans l'arrière-boutique les affaires de famille. Donc là, en réalité, nous avons une collection de discours individuels qui ont dit « j'ai peur »,« on a peur »,« vous avez peur »,« ayons peur ». Alors, il y avait un appel à l'élan derrière. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Et c'est pas tout à fait en invitant Enthoven et 2 ou 3 autres erreurs du casting du même type qu'on a pu métaboliser cette peur pour en faire une énergie. Alors après, on nous promet d'autres rendez-vous. Moi, ce que je remarque, c'est que les questions de souveraineté ont été entièrement balayées. Il n'y a quasiment eu que Guillaume Bigot pour en parler. Donc bon, bah, on va regarder ça comme une... Voilà, ça va devenir le Ménard Show, quoi. C'est-à-dire tous les 6 mois, tous les 1 an, on va avoir le Ménard Show. Ouais, d'accord. Tout ça pour ça. Alors qu'Emmanuel Macron est en train de leur tailler des croupières sur le dossier de l'immigration alors qu'il ne fera rien, il habite le discours. Et que même aujourd'hui à l'extrême gauche, le débat sur l'immigration, si vous avez vu la sortie du patron du PCF, c'est-à-dire il faut arrêter l'immigration due au traité maastrichtien. C'est dur à dire ça? Résultat, il fallait que ce soit le patron de l'hospice
du PC, photographier les derniers, hein, il faut les taxidermiser, les mettre dans le Jura, dans une réserve, quelque chose. Mais le... Non mais attendez, arrêtez. Et bien résultat, ce mec-là a eu plus de courage que 90% de cette convention de la droite qui n'est rien de plus qu'un ressucé des amoureux de la France, qui n'est rien de plus qu'un ressucé de Host à droite, si vous vous rappelez de la dernière Ménardise. Hein. Tout ça pour ça. Ben dis donc, avec le peu d'équipe qu'il a, Emmanuel Macron peut tenir encore le pays 10 ans. Hein. Enfin, en tout cas, si on l'attaque comme ça, Castaner peut rêver d'être Premier ministre. Ah bah, faut bien que Kéké ait une espérance. Hein. Il vient des poubelles du Parti Socialiste, je vous rappelle. Alors, vous nous avez dit que la peur ne pouvait pas faire une politique. Ça va nous faire une transition avec l'incendie de Rouen, dont on a également beaucoup parlé ce week-end. Sans rentrer dans les détails techniques, puisqu'à l'heure actuelle, on n'en sait rien énormément. Ça va être l'occasion de parler de l'écologie en politique et surtout de la rupture de lien entre les populations. À vrai dire, la vraie question, c'est une question d'aménagement du territoire. Parce que pour beaucoup, que fait une usine Céveso en ville? Mais attendez, c'est pas comme ça le problème. Cette usine, quand elle a été construite, elle était à l'extérieur de la ville de Rouen. Et la mairie a laissé la ville, par un phénomène si vous voulez, de création de banlieue, a laissé la ville aller vers le Céveso. C'est ça le problème. Donc c'est un problème de gestion municipale, et là encore, c'est un problème, je suis désolé, je passe pour l'affreux jacobin de service, mais il y a aussi un préfet qui n'a pas fait son boulot. C'est-à-dire que quand les maires donnent des permis de construire à tort et à travers, c'était le rôle du préfet de leur dire « Écoute, tu n'es pas un roitelet local. Si cette usine saute, il y a des civils, et moi, il faut savoir que préfet, dans le fait d'être préfet, vous avez un grade militaire. S'il y a des pertes civiles sur son territoire, le préfet peut en être tenu responsable. Hein. Je vous rappelle qu'un préfet, c'est renouvelé tous les mercredis au Conseil des ministres. Bon. En réalité, le vrai problème, c'est ça. Et le deuxième problème, c'est la parole de l'État ne vaut plus rien. Bon, déjà, vous avez vu que la ministre de la Transition écologique, si quelqu'un la retrouve quelque part, non mais au cas où, hein, on ne sait jamais, parce qu'elle a pu se prendre une galette mazoutée sur la tronche depuis Rouen. Enfin, vous me direz, oh, regardez Roselyne Bachelot, elle s'en est pris 2-3, ça lui a pas beaucoup... ça l'a pas abîmé plus que la nature l'avait fait. Mais le grand problème, c'est qu'objectivement, la parole de l'État vaut plus rien. Aujourd'hui, la population a peur, dans tout l'ouest de la France, de cette affaire. Les Français sont persuadés qu'on leur cache quelque chose. Vous voyez, Hannah Arendt disait que quand le mensonge habite en politique, il finit par tout détruire. Eh bien là, vous avez un cas sur l'exemple. Jamais, les anciens avaient un proverbe qui était la femme de César ne doit jamais pouvoir être suspectée. Quand un communicant d'État ment, il faut que sa tête roule. Et vieille oukase des empereurs de Chine, les têtes rouleront. Parce que sinon, la parole de l'État ne vaut plus rien. Quand la parole de l'État est humiliée, l'anarchie se répand. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est consubstantiel au mensonge, et ce faisant, il ne fait qu'être dans la lignée, en les amplifiant, de ses augustes prédécesseurs depuis le réfugié de Coblence, depuis Giscard d'Este, qui, juste un point, n'est pas le Highlander de la vie politique française, c'est pas vrai. Là, on est dans la finale. Il affronte Delors et Jean-Marie Le Pen. On va voir qui va durer le plus longtemps. Hein, alors, les paris sont ouverts. Hein, donc, le démocrate chrétien conservé comme les pruneaux, la SARL bretonne ou le collabo de Chamalières. Hein, faites vos jeux. Mais donc, au passage, si vous avez entendu le soir de la mort de Chirac un grand « je l'ai eu », en effet, c'est la momie de Chamalières. Hein, c'est pour ça que vous voyez que j'ai horreur de l'hypocrisie. Quand vous avez eu Giscard et Jospin tristounet Ier sur la tombe de Chirac, non, il ne faut quand même pas déconner. Faut quand même pas déconner. C'est comme quand Villepin est allé sur la tombe de Pasqua, je trouvais ça ignoble. Quand on sait ce que Dominique de Villepin a fait contre Charles Pasqua, c'est ignoble. Donc, parenthèse fermée, la parole de l'État, et ça, quel que soit le régime vers lequel nous allons, devra être restaurée. Ce qui veut dire pour poser le problème en termes médiologiques, plus de transmission, moins de communication. Ça va être une révolution copernicienne, parce qu'aujourd'hui, plus aucune parole, très simple,
qui sont les chefs d'État qui, quand ils parlent, leur peuple y croit? Poutine, Erdogan, Xi Jinping, à la rigueur Abe au Japon. En Occident, personne. Merkel parle. C'est pas que les Allemands y croient pas, je crois que les Allemands s'en foutent maintenant, ils sont arrivés à un tel point. Johnson, on le croit. Salvini, on le croit. Bon, Renzi, vous lui serrez la main, vous recomptez vos doigts. C'est comme David Cameron. Mais, vous voyez, ça va être le travail d'une génération de relever la parole de l'État. Et que Emmanuel Macron soit même pas capable de gérer une affaire comme celle-là, enfin vous me direz maintenant il est tout seul. Et les députés macronistes surtout ont expliqué qu'il y avait une ambiance de psychose à Rouen. Ah, il y a une ambiance de psychose. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, on va psychologiser les populations. Pourquoi pas? Je me rappelle d'un régime qu'il a fait au début des années 80 et on s'en est beaucoup plaint. Non, parce que ça commence comme ça, et après, on utilise la psychanalyse punitive. Vous avez fait un live Facebook où vous dites qu'il y a un problème à Rouen. Je vous rappelle, juste pour un point, moi je ne supporte pas ces manières. Je vous rappelle qu'un professeur d'économie ultralibéral qui n'est pas de nos amis, qui est M. Kakomo, je crois, a été pour des problèmes de rivalité universitaire et pour avoir dit qu'il y avait quand même deux ou trois trucs dans sa fac qui se passaient mal, a subi 3 ans d'internement et aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à cette affaire sont en train d'être condamnés les uns après les autres. Donc à titre personnel, je n'aime pas qu'on mette un pied dans la psychologisation des populations parce que la psychologie politique, enfin punitive n'est pas loin. Je vous rappelle, juste pour terminer, que ce n'est pas oncle Staline qui a inventé la psychologie punitive. C'est la bonne bourgeoisie française contre les 48ards d'abord et contre les communards ensuite. Ça a été repris par les fascistes très peu, par les nazis beaucoup, et par l'Union soviétique, et aujourd'hui par, alors par la déradicalisation, donc par le câlin au chat. Pourquoi pas? Je me méfie de ce genre de pente. On fait une petite rubrique justice rapidement, éventuellement faire un lien entre les suites récentes de l'affaire Balkany et les procès de perquisition de la France Insoumise au tribunal de Bobigny. Dans les deux cas, on a explié qu'il y avait soit un acharnement contre Patrick Balkany et son épouse. Il ne faut quand même pas déconner. Faut quand même pas déconner. Si vous voulez, qu'Isabelle Balkany transpire l'honnêteté, faut quand même. Non. L'idée c'était ils ont pris pour les autres. Ils ont pris aussi pour eux quand même. Un peu. Mais par contre, les perquisitions à la France Insoumise, c'est bien pire. Pas du tout par affection pour Mélenchon, aucune. Mais Emmanuel Macron vise judiciairement ses ennemis. Le problème, c'est que ses ennemis, en commettant des illégalités, par exemple, si vous voulez, sans rien dévoiler, tous les ennemis d'Emmanuel Macron poursuivis ne sont pas tous poursuivis pour rien, je ne pense pas. Mais Mélenchon a raison sur un point, il va falloir arrêter avec la logique de l'état de droit. La démocratie prime. L'état de droit qui n'est pas l'état légal. La doctrine républicaine, c'est l'état légal. Qui est d'ailleurs une reprise de l'utilisation de la loi par les juristes royaux, qui est elle-même, alors avec un sens différent et étendu, et moins sacralisée d'ailleurs. Si vous voulez, ça fait depuis l'Antiquité qu'on fait des lois. Hein. Un peuple libre est un peuple qui se donne des lois. C'est la définition de la liberté chez les Grecs. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas attendu cette notion germanique. Hein. Je vous rappelle que l'état de droit est une traduction grossière de l'allemand, et qui n'a même pas à voir avec la logique dite de rule of law, qui est la logique britannique, qui à la rigueur, elle est encore autre chose. Mais le système d'état de droit, c'est le pouvoir des juges. Je vous rappelle que dans la logique de la séparation des pouvoirs, qui n'est pas une logique de Montesquieu, contrairement à ce qu'on croit, ça c'est un vieux mythe d'histoire des idées politiques, mais même chez Montesquieu, le pouvoir judiciaire n'existe pas. L'autorité judiciaire existe, c'est une autorité déléguée du pouvoir exécutif. Le juge est bouche de la loi. Il est là pour appliquer la loi que le législateur décide par délégation du souverain. Et après, vous mettez la source de souveraineté où vous voulez. Dans le roi, qui elle-même la reçoit
d'un équilibre entre Dieu et le peuple. Il n'y a jamais eu de monarchie dite théocratique pure en France. Il faut arrêter de... Le roi de France est dit très chrétien, c'est pas parce que Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il n'a pas d'ordre à recevoir du pape. Donc à un moment, il faut arrêter de se raconter des conneries. C'est parce que le roi de France est empereur en son royaume, donc il est indépendant de tous, des empereurs comme du pape. Et après, vous mettez la source de légitimité, vous pouvez la mettre dans le peuple, etc. En réalité, au niveau de la source de pouvoir, il y en a deux. Soit le pouvoir est caprice, donc là, il n'y a plus de légitimité, c'est la tyrannie. Soit le pouvoir est chose publique, et elle est donc une république. Mais vous pouvez avoir des républiques de différentes formes, y compris monarchiques. Bon. Tant que le pouvoir est res publica, et chose publique. Les juges, là-dedans, sont des exécutants. Alors, s'ils veulent devenir un pouvoir à part entière, j'ai aucun problème là-dessus. Eh bien, on va les faire élire. Et qui dit élection dit circonscription. Donc, ça va être joli de forcer les magistrats à habiter dans là où ils jugent. Ça va être sympa pour Bobigny. Je vous rappelle qu'aucun des juges qui siègent à Bobigny jusqu'à plus amples informés, en tout cas il y a 2 ans c'était le cas, je pense que ça n'a pas changé, n'habite dans le 93. Moi j'aimerais bien les faire vivre à côté de leurs ouailles. Hein? Bienvenue dans la France du futur, camarades. Donc, il n'y a pas de problème. S'ils veulent qu'on les fasse élire, j'ai rien contre. Ça va être vive le populisme pénal. Hein. Parce que, bon, sauf dans certains... bah non, à Bobigny, malheureusement, leurs ouailles n'ont plus le droit de vote depuis longtemps. C'est l'avantage du contrôle judiciaire. Mais... Ah non, mais là, moi, j'ai pas de problème. Hein. Ça tuera la défense sociale. Si les magistrats veulent faire tomber une république comme ils ont fait tomber une monarchie, s'ils veulent faire tomber des démocraties par le monde, très bien. Comme le disent les proches du Parti conservateur britannique actuellement, il est grand temps qu'on leur coupe les ailes. Nous leur couperons les ailes. S'ils veulent qu'on arrive à ça, je vous rappelle qu'il y a largement de quoi, si les dossiers disciplinaires des magistrats étaient suivis, de l'affaire des cons jusqu'aux affaires de mœurs, nous aurions déjà épuré largement le corps. Je vous rappelle que près d'une 60aine de magistrats, il n'y en a jamais que 6000, sont suspendus pour affaires de mœurs tous les ans. J'ai dit suspendu, j'ai pas dit viré. J'ai dit suspendu. On va finir la partie de politique intérieure avec un épisode qui a agité le petit monde politique, mais c'est l'épisode Onfray Asselineau. Qu'est-ce qu'il dit de notre époque? Il dit que les souverainistes ne se parlent pas et que c'est un vrai problème. Parce que quand déjà que Onfray et Asselineau n'est pas le portable l'un de l'autre, et c'est comme ça que partent les embrouilles. On ne se parle pas, une phrase sort de son contexte, on surréagit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas... Enfin, nous voulons un avenir de... Nous voulons rétablir les liens entre les Français, nous ne sommes pas liés entre nous. Vous écoutez un chef souverainiste 2 minutes sur ses confrères, c'est un jet de vomi. Moi, si vous voulez, moi, on peut dire ce qu'on veut de mes équipes. Mais moi, tous les lundis, je reçois un mec différent ici. Qui le fait, ça? Pas beaucoup de gens. Lanard, notre maître vénéré, Bertrand Renouvin, l'homme le plus tolérant politiquement que je connaisse. Un homme admirable. Mis à part lui, peu de gens. Donc, résultat, dès que quelqu'un a... Pour une fois, je vais rendre hommage à Robert Ménard. Ça n'arrive pas souvent. Mais un jour, Ménard avait raconté une histoire qui était plus digne d'intérêt que son action à Béziers. Il avait visité les opposants à Pinochet 1 an après le coup d'État, la prise de la Moneda. Il disait, je vais les trouver comme une phalange. Les mecs se tiraient la bourre entre eux. Pourquoi? Parce que, malheureusement, le peu de pouvoir que nous avons, nous l'utilisons contre nos frères. Nous ne pouvons pas viser nos ennemis, pas en direct. Premièrement, déjà parce qu'on est trop gentil. Moi, le nombre d'emmerdes que j'ai eu pour mon communiqué sur Chirac ou pour avoir traité Yann Moix de la manière dont je l'ai traité, et je vous le dis sincèrement, Moix, je continuerai à frapper jusqu'à ce que ça tombe. Parce qu'il nous faut des victoires. Il faut écraser nos ennemis. Nous sommes des gentils garçons. Résultat, nous épargnons nos ennemis parce que nous sommes des humanistes, et dès qu'il y a un des nôtres qui a un point-virgule de différence, je vais vous donner un exemple. Moi, aujourd'hui, je doute, par les trahisons,
par les attaques que subissent nos amis britanniques, nos cousins, parce que c'est quand même avant tout, c'est notre colonie qui a le mieux tourné quand même. Je doute de la stratégie de l'article 50. Il y a une autre stratégie pour sortir de l'UE. Vous faites un amendement constitutionnel disant que la loi française est maintenant supérieure à une condition qu'elle soit postérieure à tout traité ratifié. Et après, on réécrit. Nous sortons de l'UE de facto. Nous commençons une guerre du droit et nous ferons rentrer les traîtres dans leur rang. Et ça, vous inquiétez pas. Hein. 2-3 coups de vis sur le financement d'État à la presse et sur le devoir de loyauté à l'État et au peuple français des magistrats, et les traîtres de l'Union européenne auront et la 5e colonne bruxelloise aura déjà été abattue des 2/3. Quand M. Quatremer ira quémander à la Commission ses subsides. Parce qu'il est hors de question que ce type-là soit payé avec mes impôts. Ce qu'il est à l'instant T. Bon. Est-ce qu'on a le droit d'en débattre entre nous? On ne va pas me faire un procès à moi en europhilie. Pas à moi. Pas à moi. On ne va pas faire un procès à Guillaume Bigot qui écrivait dans le Perspective Libre numéro 1, on est au numéro 25, mon trimestriel, je vous rappelle, qu'il fallait sortir de l'UE et la liquider, la passer au tamis, à l'acide, à ce que vous voulez. Et vous voyez? Et le problème, c'est que nous n'avons pas cette affection des nôtres. Nous ne faisons rien en commun. Nous n'avons pas créé, je vous donne un exemple très simple, nous n'avons pas créé d'écosystème économique autour du mouvement populiste. Pourtant, nous sommes très nombreux. Nous pourrions le faire, nous ne l'avons pas fait. Résultat, chaque point-virgule devient une engueulade. Donc, les mecs de l'UPR surréagissent, Onfray balance une connerie parce que... Pourquoi il a rétro-pédalé comme ça? Non, mais pour une raison, c'est qu'Onfray vit de son temps de médias disponibles. Si Asselineau empiète sur ce temps, Onfray, lui, qui a démissionné de l'Éducation nationale, c'est son gagne-pain. Il va être sommé de s'expliquer sur Asselineau. Premièrement, et deuxièmement, il ne veut pas, comme beaucoup d'intellectuels, être enrégimenté. Les intellos, ça ne sert pas à ça. Voilà. Ensuite, Onfray a fait une grosse connerie, c'est... Non, mais complotisme, pour l'UPR, on va être très clair, personne ne les a jamais chopés en complotisme de quoi que ce soit. À un moment, Asselineau, faut être clair. Soit il est scientifique au point d'en être chiant, soit il est complotiste, mais au choix. Au choix. Un mec qui est complotiste, c'est un mec qui va vous raconter une histoire pour vous faire rêver, pour vous faire les poches. Est-ce qu'une conférence de 4 heures sur les mécanismes de la BCE, est-ce que, sincèrement, ça vous provoque des guillis dans le bas-ventre? Vous êtes bien sûr de ça? Bon, il faut quand même arrêter. Deuxièmement, c'est l'accusation d'antisémitisme qui, elle, est délirante. Il pourrait se faire attaquer, même. Non, premièrement, il pourrait se faire attaquer. Deuxièmement, quand on est le meilleur ami de Yann Moix, on la ferme, à ce niveau-là. Parce que je vous rappelle quand même que, malheureusement, l'un des seuls textes qui défend Yann Moix est sur le site d'Onfray et attaque la pauvre mère de Yann Moix que personne n'a jamais rencontré, n'a jamais vu, n'a jamais interrogé. Or, le problème, c'est que je pense que le sujet Yann Moix est un sujet réglé. Hein? C'est un sujet de vendange tardive, disons. Il a dit j'ai fait ça quand j'étais jeune. Oui, les derniers écrits datent de 2013. Il est resté jeune très longtemps. Mais non, mais c'est bien. Faut avoir l'âge de ses idées, pas celui de ses artères. Pourquoi pas? Mais donc à la place de Onfray, je la fermerai doucement parce que et je sais parce qu'Onfray, on n'a pas l'air. Mais qui lit ses œuvres voit une certaine sensibilité chez le personnage. Et je sais très bien comment Yann Moix, qui est un menteur pathologique, il l'a démontré. Là, je risque pas grand-chose à dire ça, vu que Monsieur Enthoven a dit la même chose, il n'a pas été attaqué. Je sais comment, je crois savoir comment il a eu Onfray. Onfray, c'est un vrai enfant abandonné. Et c'est un vrai enfant battu. Bon, Yannou a fait pleurer Marilou. Alors que Yannou, c'est pas un enfant battu, c'est un enfant qui a essayé de défenestrer son petit frère. À de multiples reprises. Un enfant, c'est vrai. Et le problème, c'est que je pense que pris dans la mécanique Yann Moix, il a utilisé l'accusation d'antisémitisme comme une accusation ignoble quand elle... Autant pour Yann Moix, elle est justifiée. Mais Asselineau, faut arrêter. Faut arrêter, il n'y a pas l'ombre de prémisse, d'amorce, de preuve. Et je pense qu'Onfray a voulu passer la patate chaude, ça ne le grandit pas, je le dis franchement.
Mais ça aurait dû rester une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire le premier communiqué aurait dû dire nous remercions Onfray pour son gentil mot, voilà, point barre. Mais surtout, ça n'arriverait pas si on acceptait ne serait-ce que de déjeuner ensemble de quelques-uns de temps en temps et de se parler de temps en temps. Voilà. Ce genre d'affaire minable n'arriverait pas.